Salut à tous, on est lundi matin, c'est Yacine pour ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO et aujourd'hui je suis tellement content parce que je vais puiser de l'énergie dans quelqu'un qui en a à en revendre, vous l'aurez compris, je suis avec Mister Raibed. Comment ça va Raibed? Salut Yacine, merci de m'inviter dans ton podcast, c'est hyper cool. Ça va, sympa comme intro. Franchement, T'as, très stylé. t'as de l'énergie là? Je t'avoue, je suis à bloc, surtout le lundi matin. On en parle du message que tu m'as envoyé à 4h du mat, un dimanche soir. Ouais, bah tu fais partie de toutes mes victimes. Voilà, la semaine commence à quelle heure pour toi, juste pour comprendre? Lundi, 3h. Ok, très bien, on salue Fatiha, ta femme et tes enfants. Salut Bon. ma chérie. Déjà, on se parle parce que avec Fatiha, tu as monté une société qui s'appelle Papépille. Mais pas que, en fait. Déjà, j'ai envie de te dire que tu lâches rien. Je crois que en atteste ce magnifique bouquin, donc qui est déjà publié ou pas, enfin qu'on peut acheter ou pas Le encore. 28 mars, mais tu peux l'acheter, il est en pré-vente sur Fnac et Amazon. Allez cliquer. Je Allez-y. mettrai le lien évidemment. Bon, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans ton cerveau, nous planter le paysage? Tu as créé Papépi, tu as créé un bouquin, et je suis sûr que j'ai même pas fait 20% de tous tes projets. Ouais, bah, Papépi, à la base, tu vois, c'est une entreprise de biscuits. On prend les biscuits du monde qu'on va miniaturiser en forme de billes et on te fait voyager en une bouchée. Donc c'était ce qui nous a lancé dans l'entrepreneuriat. Et d'une façon assez originale, comme tu le sais, par rapport à notre histoire. Et de fil en aiguille, bah, tu vois, cette entreprise, quand tu es entrepreneur, en réalité, tu apprends tout le temps. Et dans cette entreprise, on a appris tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir vendre du biscuit. Donc on a fait de la communication, on a fait de la commercialisation, on a aussi fait de la recherche et développement pour développer des nouveaux produits. Et tout ça, pour pouvoir les maîtriser, on a dû vraiment se confronter aux problèmes et trouver nos solutions. Et de fil en aiguille, on a développé des compétences, notamment en termes de communication. Et on s'est attaqué à d'autres problèmes. Bah, exactement, en fait. Tu vois, le biscuit, c'était notre premier prétexte. Après, comme tu le sais, on a lancé Charabia, qui est un média où on réunit les entrepreneurs pour pouvoir débattre sur les sujets business, ce qui nous a manqué, nous. Tu vois, on a créé un rendez-vous pour les entrepreneurs, fait par les entrepreneurs. Le TPMP de l'entrepreneuriat. Exactement. Et autour Ok. de la table, on a réuni tous ceux qui font un peu l'écosystème. Dans la saison 2, ça va être encore plus large. La saison 1, t'as vu, on l'a fait en 3 semaines. Donc, Oh, bah, c'est on déjà a- très quali. on Avec a bien rigolé. Harold et Camille. Avec de Harold Com. de Com Media, exactement, et Moon, l'agence Moon. Donc franchement, on s'est régalé sur la saison 1, Mhm. mais on n'est pas allé au fond du problème. Là, aujourd'hui, la saison 2, on va faire quelque chose de plus activable, avec des tips, des choses qui vont répondre directement aux entrepreneurs, ce qui nous a manqué à nous. C'était un bêta-test, on peut dire ça. Ouais, c'était un pilote. Comme Ok. on dit dans le game, c'est un Donc pilote. attends, Charabia, ton livre qui sort donc fin mars. Papépi. Si tu t'arrêtes sur le livre, c'est quoi? Il y a toujours le fil conducteur de tout, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Le livre, c'est reprendre toutes les anecdotes qu'on a vécues ou dans lesquelles on a eu des leçons, où on a appris des choses qu'on va repartager avec les autres, dire voilà ce qu'on a vécu, voilà ce qu'on a appris, voilà les tips qu'on peut vous donner pour vous entreprendre de votre côté. Mm. Donc on a tout mis ça à plat sur un livre. Et en plus, tu sais, comme nous, tu l'as bien vu ce matin, comme on filme tout, je t'avoue que là, à ce moment-là, comme on a filmé toute notre vie entrepreneuriale et qu'elle est dispo sur LinkedIn, Mhm. eh ben, on est revenu sur les anecdotes, mais vraiment en détail. Et il y a un QR code que tu scannes, tu retombes sur le post qui est sur LinkedIn et tu vas pouvoir vivre le truc en vidéo en plus de l'écrit. Et d'ailleurs, je trouve que tu l'expliques hyper bien Attends, tu au vois, je suis micro de désolé, Benoît. il y a une personne qui appelle toujours. On te l'a jamais fait, mais moi je suis obligé de répondre à ma femme, je suis désolé. Allez. Donc, Et ça ne sera pas cut. non, Vas-y, je suis parle à obligé- ta je suis femme. obligé. Salut Fatiha. Ouais, salut mon chou, je suis dans un podcast, mais je suis obligé de te répondre, c'est ce que je lui ai dit. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? A few moments later. Tu vois, il faut gérer. Priorities. Ah, mais. Et je la respecte. Cette Vraiment, priorité. mais non, mais en plus, sérieux, moi j'ai déjà vécu des négociations commerciales où je suis avec Casino, Monoprix et tout. Ma femme, elle appelle, je réponds. Et elle appréciera, je pense. Bah, c'est obligé. Bon, t'as signé quand même après avec Casino et Monop? Ouais, écoute, on est distribué chez eux. C'est pas un problème, mais c'est ça aussi qui est important dans l'entrepreneuriat. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une pression des acheteurs et tout ça que tu dois changer, tu dois garder tes valeurs. Et moi, ma priorité numéro 1, c'est ma femme. Donc en vrai, elle m'appelle, on a des enfants, on a une famille. Donc
n'importe quel moment, elle peut m'appeler, je peux même être avec le président de la République, mais je réponds, je lui dis qu'est-ce qui se passe et on gère l'urgence. Et puis c'est elle la CEO, donc in fine, elle comprend quand même l'intérêt lorsque tu es en business meeting. Et il y a eu des limites à ça, à bosser avec sa femme, à mettre avant la famille, pardon, avant la société. Et je crois que tu as appris énormément de choses sur ces expériences. Je vais y arriver, on en reparle juste après. Juste, je voulais te dire une chose, tu nous as parlé de 3 projets. Je sais qu'il y en a d'autres. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller écouter le podcast Jeune Branche sur lequel tu expliques tout ça. Si tu veux juste nous parler de ce dont tu peux me parler, parce que moi je connais d'autres projets, qu'est-ce qu'il y a d'autre à annoncer? T'as le biscuit, aujourd'hui, qui est de vertical. T'as le livre qui, lui, ouvre une formation. Donc, tu vois, on nous a tellement demandé aujourd'hui de pouvoir donner des conseils, accompagner des entreprises, qu'on avait tellement de demandes qu'on s'est dit on va le professionnaliser. Et du coup, on est en train de proposer des coachings, des formations pour pouvoir aider ceux qui vont passer par le chemin que nous on a fait. Mais comme nous on l'a vécu concrètement, eh ben, on a repéré des problématiques, on a repéré des méthodes pour pouvoir dépasser certaines embûches et on les met à disposition sans problème dans des formations pour les entrepreneurs. Et après, comme tu l'as vu, il y a le média. Charabia, c'est un média, et tu en as d'autres médias qu'on est en train de créer, parce que voilà, on a une compétence aujourd'hui qu'on a développée sur LinkedIn, tu as une autre compétence qu'on a développée aussi sur transmettre l'information à travers des programmes fun et pédagogiques, donc on est là-dessus, et on essaie de tout faire pour l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc beaucoup de pédagogie, beaucoup retransmettre. Il y a 50 000 projets, parce que là, je n'ai pas plus de 5 doigts sur la main pour les compter. Ma question est super simple. D'où te vient cette énergie concrètement? Comment t'as grandi? C'était qui Raibed avant? Là, on voit le mec, je l'ai dit en plus dans un commentaire LinkedIn, l'homme aux journées de 48 heures. Mais c'est vraiment ça, c'est essayer de comprendre, ça te vient d'où cette aisance de pouvoir et faire plein de projets et dire des choses et les mettre en action. Et en plus de ça, on en reparlera sur la com, mais parler avec autant de personnes, avec autant d'aisance. En fait, si tu veux... Tu viens d'où, Raibed? Qui es-tu, quoi? En fait, pour comprendre celui que je suis aujourd'hui, il faut que tu comprennes mon passé. Tu vois, et c'est la même chose pour tout le monde. Faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et si tu reviens vraiment en arrière, ma vie, elle a commencé déjà par une anecdote. Tu vois, je m'appelle pas Raibed en vrai. Et ouais, cette anecdote, je la raconte pas beaucoup, mais en vrai, moi, tu vois, je suis né. Ma femme. Je suis né, ma mère, elle a dit à la sage-femme, écoutez, je veux l'appeler Abed, tu vois, la consonance à Abed. Ma mère, elle est illettrée, donc elle ne pouvait pas écrire mon prénom, donc elle a dit ça à la sage-femme. La sage-femme, elle a dit, comment je vais écrire ça? Je vais mettre un R, un A, un I, un B-E-D, tu vois, alors que ça s'écrit A-B-E-D. Et du coup, déjà, ok, ouais, excellent. Je dis, rien que mon prénom, tu commences par une anecdote, ça faisait 5 minutes, j'étais sur Terre, tu vois. Excellent. Et du coup, après, tu continues, je suis né avec un handicap physique, tu vois, ça j'en ai déjà parlé, mais... Ça a conditionné beaucoup de ma vie parce que j'étais en fauteuil roulant, tu vois, j'étais au CNED, donc j'étais avec un prof qui s'occupait de moi pendant les 7 premières années de ma vie. Et t'as passé combien de temps à l'hôpital? C'est pas indiscret? Jusqu'à 7 ans et demi, et après je suis sorti des centres de rééducation, tu vois, j'ai vraiment vécu avec d'autres enfants handicapés. Il y a aussi des jeunes adultes handicapés, donc si tu veux, le handicap, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, et en fait, quand on était entre nous, comme on avait tous un handicap, il n'y avait pas de notion, quoi. On était tous normaux, quoi. Et c'est quand tu te confrontes au monde extérieur que là, tu te dis, et que c'est surtout que le monde extérieur te renvoie que tu es différent des autres, là, tu commences à te dire, mais je ne suis pas comme eux. Et eux, ils arrivent à te convaincre que tu es différent et que potentiellement, ils peuvent être meilleurs que toi, qu'ils font des choses que tu ne sais pas faire. Et du coup, tu te crées des complexes. Donc pendant toute mon adolescence, ma vie de jeune adulte, j'ai dû travailler mon handicap, travailler l'acceptation de mon handicap et me dire « Ok, non, ma différence fait que je suis original. » Et ça, c'est ce qui m'a construit quand j'ai commencé à l'accepter. Et à quel moment donc là, tu dis que ta différence, ton handicap, c'est une force. À quel moment Raibed, il a 7 ans, il arrive à capter ça ou c'est plus tard? Non, à 7 ans, tu sais, j'arrive en primaire déjà pour être accepté par les autres et pour pas qu'ils regardent mon handicap, j'ai cette personnalité où je rigole beaucoup, je fais du bruit, où j'amène les gens vers ma bouche comme les magiciens, tu vois, je fais diversion et qui fait que j'arrive à me faire accepter, mais j'en fais tellement, je suis toujours obligé de faire plus que ce que je suis, du coup je crée un décalage
avec ma vraie personnalité Mm. et ce que je veux refléter aux autres. Donc du coup, à ce moment-là, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai du mal à avoir des amis, quoi. Ça, j'étais un peu isolé, j'essayais d'avoir des amis, tu sais, tu grattes l'amitié comme ça, mais tu fais toujours partie de l'extérieur des groupes. Tu sais, j'avais toujours l'impression d'être une pièce rapportée dans un groupe. Sentiment de rejet, là, de ce que je vois. Ouais, ou de non-acceptation. Parce Ok. que le rejet, tu le vis tout le temps quand tu as un handicap ou quand tu arrives en sport. Moi, je boitais un peu, donc j'avais des compétences physiques, mais je n'étais pas aussi bon que le mec qui avait ses 2 jambes et ses 2 bras, quoi. Donc, du coup, tu es choisi le dernier à chaque fois. Donc, il y a un moment, tu te dis, ah ouais, moi, je suis toujours la 5e roue du carrosse, tu vois. Ça a été compliqué. Mais heureusement que j'avais une mère aimante et qui me disait, non, mais t'es différent, mais moi, je t'aime comme tu es. Et les autres vont apprendre à t'aimer comme tu es. Et ça, tu croyais? J'essaie de me persuader de ça, Mhm. mais le monde extérieur est tellement difficile. Le monde est méchant, comme dirait Niska. Bah ouais, parce que tu vois, le primaire c'était quelque chose, mais quand t'arrives au collège, le collège ça a été la période la plus dure, tu vois. Mhm. Les gamins ils sont durs, les gamins ils sont moqueurs C'est quoi le pire bail qu'on t'a dit? La chose qui t'a fait, une des choses qui t'a fait le plus mal? Ouais, tu sais, au début, canard boiteux, des choses comme ça. En fait, on te réduit à ton handicap, tu vois. Et en fait, tu oublies tout le reste. Tu vois, je suis bon en cours, j'ai des bonnes notes. Puis en plus, moi, les profs, ils me détestaient parce que je comprenais vite. Mais du coup, je me mettais en décalage par rapport aux autres étudiants. Je bavardais beaucoup. Ouais. J'ai vécu des choses assez traumatisantes, hein. Franchement, le collège, il a créé une rage en moi. Ok. Une rage de ne pas laisser ceux qui me réduisent, ceux qui ne croient pas en moi, les laisser dicter ma vie. Non, je veux être celui que je suis. Ça a été hyper compliqué, surtout que je voyais des personnalités comme Jamel Debbouze, par exemple. Ça a été un exemple pour moi. Bien sûr. Où le mec, il avait un handicap, mais on le laissait être qui il veut. Il en a fait une force Et aussi. il en a fait une force. C'est quand tu Donc, disais la différence devient justement une force. C'est vraiment ça. moi, j'ai trouvé magique ce monsieur, tu vois. Donc, du coup, il m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. C'est pour ça que j'étais un peu gaulerie, j'avais envie de blaguer. C'était un de tes modèles, ouais. Ouais, c'était vraiment un modèle. Et c'est surtout un des premiers à montrer que le handicap, c'est pas une limite. Et du coup, je me suis dit, mais moi, je veux être celui que j'ai envie d'être. Mais j'arrivais pas à trouver ma place. Mais Vraiment. C'était quoi ce que tu avais envie d'être? Parce que tout à l'heure, tu disais que entre ce que tu reflétais donc auprès de la société, de ton audience, le social, et versus qui tu étais vraiment, il y avait un décalage. Et tu étais timide en réalité? Non, j'ai jamais été timide, mais en réalité, je devais toujours en faire trop, beaucoup plus pour être remarqué, alors que ma propre personnalité, je la trouvais quand même assez cool, tu vois. Mais on me remarquait pas, et surtout que, tu sais, moi, je me suis fait virer pas mal de collèges. Tu vois, j'ai fait vraiment du tourisme scolaire. Pourtant, parce que- tu disais que tu étais bon élève. Ouais, mais le comportement joue beaucoup. Tu vois, et le comportement, je l'avais déjà rencontré à Benoît où Ouais, il y a j'avais eu insulté l'histoire. une prof, tu Mhm. vois, et je me suis fait jeter parce que tu peux pas apprendre la défense d'un gamin qui va contre les profs parce que sinon t'embarques tout le monde, tu vois. Donc je comprends qu'il m'ait mis de côté, mais Mais même quand ils te mettent de côté, même là, quand tu dis je le comprends, enfin, moi je suis obligé de faire la corrélation avec ce que tu me disais avant, où tu es la 5e roue, 3e roue du carrosse, que les gens qui ne te voulaient pas. T'as pas ressenti ça du système éducatif aussi? si, un rejet, c'est ça qui a nourri ma rage. Et c'est ce rejet-là que j'ai dû travailler, mais c'est surtout ce que je comprenais pas avant, et ce que j'ai compris dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est que en fait, tu peux avoir la personnalité que tu veux. Le mieux, c'est de trouver une valeur qui va fédérer ce que j'ai aujourd'hui, le travail, prouver aux autres que tu es quelqu'un de valeur et après être toi-même. C'est ce que j'explique à pas mal de jeunes qui ont une personnalité un peu différente et qui se disent non mais je veux être moi-même. Ok, attends, avant d'être toi-même, montre aux autres qu'il y a quelque chose qui va les attirer, un peu comme un pot de miel pour une abeille, tu vois, dès qu'elle vient et tout, hop, tu chopes l'abeille. Donc là, il faut les attirer et là, ce que j'ai découvert aujourd'hui à travers Papépi, c'est qu'en fait, je suis un bosseur. Et la valeur travail, elle fédère tout le monde. Et maintenant que je suis un bosseur et que j'ai montré mes compétences, je peux être qui je veux, la personnalité que je veux. Si elle nourrit le business, on me laisse être qui je veux. T'es le dernier de ta fratrie, c'est ça? Vous êtes t'as 5 frères et sœurs, c'est Yes, ça? c'est ça, je suis le petit dernier, le Bah, petit chouchou. Ce que je trouve assez drôle, c'est presque une histoire de famille. Beaucoup sont dans le milieu médical ou même il y a des infirmiers, il me semble, hein, dans ta famille, c'est ça? Ah ouais. Bah Ouais. écoute, moi j'ai mon frère, mon grand frère qui est infirmier, j'ai ma grande sœur qui est infirmière, qui est cadre infirmière, j'ai mon autre sœur qui est infirmière,
J'ai ma sœur qui est, bon, elle est prof d'anglais agrégée à... Oh, ma ouais, mère, elle est prof d'anglais. Ouais, mais elle est incroyable. Ah, ok. Et j'ai croyais- mon frère qui est dessinateur industriel et qui est ingé. Tu vois, donc déjà, c'était le premier pari de mes parents de se dire, mais attends, eux, ils sont arrivés, ils n'avaient pas de bagages, ils devaient élever socialement leurs enfants. Ouais. Et du coup, ils ont travaillé comme des dingues et ils se sont mis une pression folle pour qu'on réussisse. Et ça, je les remercierai jamais assez. Ils ont été durs avec nous. Ils nous ont pas laissé dériver parce tu peux dériver à n'importe quel moment de ton enfance. Et ils ont été très fermes avec nous. Et leur objectif, ils nous l'ont dit, je veux minimum que vous ayez tous un bac, full bac. Bon, après, ils ont poussé un peu. Ils nous ont dit, non, bac plus 3. Arrivé Ok, la on veille aura du bac bac. plus 3. Là, tu vois, et ça, je remercierai jamais assez mes Ouais. parents et mes frères et sœurs de m'avoir poussé malgré que le système scolaire conventionnel, il n'était pas forcément fait pour moi parce que j'étais trop original. Et que les profs s'occupent d'une personne très décalée comme moi, c'était dur pour eux parce que j'avais trop d'énergie. Tu vois, moi, je suis un hyperactif non soigné et l'entrepreneuriat, il est en train de me soigner. Et Fatia, elle m'a aussi beaucoup canalisé et elle m'a donné des objectifs qui font qu'aujourd'hui, j'en vois quoi. Tu me parlais de rage tout à l'heure, je suis obligé de revenir là-dessus. À quel moment cette rage s'est transformée en valeur travail ? La valeur travail t'a été transmise par tes parents, peut-être même tes frères et sœurs. Hein. Du parcours qu'ils ont, en tout cas, ils l'ont bien intégré et clairement toi aussi. Mais encore une fois, je me souviens, l'autre fois on en parlait, je te parlais de ton handicap et tu m'as pris la main et t'as pincé fort et tu m'as dit, bah, tu vois, ça, c'est la douleur que j'avais au niveau ou derrière le genou ou au niveau du genou. Pendant que je dormais, je l'avais encore. J'aimerais comprendre à quel moment tu te positionnes comme un battant alors que tu as toutes les raisons du monde de te positionner comme une victime. Ok, alors ça, il y a eu plusieurs moments dans ma vie qui ont fédéré ça. Déjà, le fait de vivre avec une douleur, il faut que tu te dises que moi, de mon adolescence jusqu'à que je devienne cuisinier, je vivais avec une douleur constante. Tu vois. Et ça, psychologiquement, c'était compliqué. Tu dors, t'as mal, tu te réveilles, t'as mal, tu marches, t'as mal. Et en fait, tu t'habitues un peu à la douleur, mais c'est comme quand tu as un acouphène. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Bien sûr, mais vois, tu l'oublies jamais. Enfin, il y a tu toujours des l'oublies piqûres jamais, de mais rappel. il est Quoi. toujours là, tu vois, il est toujours là. Ça, psychologiquement, ça a été très dur. Tu vois, j'ai beaucoup pleuré là-dessus. J'ai eu des grosses phases de dépression. Tu vois, tu as envie de mourir. Tu te dis, mais j'en ai marre, quoi. T'as eu ça, là, vraiment, des pensées noires à ce moment-là ? Bien sûr, j'ai eu des pensées noires. Et en plus, moi, je me cachetonnais beaucoup. Tu vois, je prenais de la codéine. Je prenais tu vois, c'est pas juste du Dafalgan. Non. Du Dafalgan codéiné, c'est un peu plus puissant. Ouais. Et ça... tu vois, un hyperactif comme moi, ça m'a contenu. Ça m'a calmé, mais pas dans la bonne manière des choses, parce que du coup, j'étais moins productif. Ça t'a bridé en réalité. Ça t'a pas canalisé plutôt. Ouais, bridé. Ça m'a bridé, puis ça me mettait mal. Et puis ça aussi, la codéine, ça m'a fait beaucoup de grosses phases de dépression. Et en fait, c'est vraiment, ça a été révélateur. Hein, tu vois, moi, j'ai fait mon école d'infirmier. Mm-hmm. En deuxième année d'infirmier, j'avais plus d'argent pour payer le reste de mon école. Il me restait 1 an. Et du coup, j'avais découvert que les assédiques faisaient que tu pouvais avoir, si tu travailles 1 an, tu peux utiliser les assédiques ou Pôle emploi, ils vont te payer ta dernière année d'études. Donc ça, c'était génial pour moi. Donc je suis allé bosser dans un restaurant en tant que serveur. Je t'avoue, c'était un vrai défi parce que c'était le boulot que j'avais trouvé le plus rapidement. Mais tu vois, avec mon genou, j'ai pas une super stabilité. Je tiens pas super bien un plateau. Donc je le fais quand même, je m'adapte. Et un fait marquant de ouf, c'est que à ce moment-là, le chef de cuisine avait 2 alternants. Il se prend la tête avec eux. Il les remercie, tu vois, ils leur disent non, mais on n'en peut plus, c'était vraiment la guerre. Du coup, ils partent et ils se retrouvent tout seuls. Du coup, il vient me voir, il me dit écoute, je sais que tu aimes bien la cuisine, est-ce que ça te dit de venir en cuisine ? Tu passes un CAP sur 10 mois, tu seras diplômé, tu auras tes assédiques comme tu voulais faire exactement, sauf que tu pars avec un diplôme et je te payerai mieux. Vas-y, moi. Je lui dis banco, tu vois, c'était un premier acte où je me dis vas-y, je vais saisir ma chance. Pour ton handicap ou pas, d'être derrière les fourneaux plutôt qu'en salle ? Écoute, c'est pareil. La station debout, elle était compliquée. Okay. Je t'avoue qu'au début, franchement, je sortais de mes services, j'avais mal aux genoux de ouf. Hein. Franchement, c'était dur. Et là, en fait, j'ai trouvé un système. C'était un peu militaire. C'était hyper cadrant. Et surtout, je kiffais ce que je faisais. J'avais une passion dingue pour le métier. J'ai fait 1 an. Sans me rendre compte, les douleurs ont commencé à s'atténuer, les fameuses douleurs. J'ai commencé à prendre moins de médicaments jusqu'à les arrêter complètement. Je finis mon année, je prends mon diplôme. Il me dit vas-y, est-ce que tu veux continuer une année ? Je dois aller chercher une étoile. Je dis vas-y, le défi il est cool. J'appelle mon école, je leur dis je reprends une année. Ils me disent ouais, vas-y, t'as le droit à 3 ans. Je reprends une année, j'enchaîne. Je finis l'année.
hop, il me redit, est-ce que tu veux continuer? Je dis, vas-y, allez, pour bien prendre mes gammes et tout. En plus, il me paye des formations hyper cool et tout. Ça, c'est en plein milieu de tes études En d'infirmier. plein milieu de mes hein. études d'infirmier. Et Ok. là, la 3e année, la directrice, elle m'appelle, elle me dit, écoute, soit tu reviens faire tes années d'infirmier, soit j'invalide. Je dis, non, mais attends, je vais venir prendre un 2e diplôme. Autant être blindé en diplôme, tu vois. Ouais. Je C'est finis mon l'objectif année de, d'infirmier. de tes parents, quoi. Bah, Bac plus clairement. 3. Puis même, attends, ma passion de cuisinier, je l'avais vécue et je kiffais ce que je faisais. J'avais un super réseau et je pouvais travailler où je voulais. Et en plus, je retourne vers l'infirmier. Ma vocation première, moi, tu sais, prendre soin des autres, parler avec les autres, écouter les autres, travailler avec les autres, ce que je fais en tant qu'entrepreneur, tu vois, j'ai ramené cette compétence dans l'entrepreneuriat. Eh ben, je kiffais ça. Je suis retourné en tant qu'infirmier. Ce qui est cool, c'est que on me demandait même de faire des ateliers thérapeutiques à travers la cuisine pour les patients. Trop stylé. T'imagines, je faisais les deux en même temps. Moi, j'ai adoré ça. J'ai pris mon diplôme d'infirmier. Je me suis dit, nickel. Non loin sans mal. Hein. Franchement, c'était compliqué parce que Ok. ma personnalité, pas toujours facile. En plus, moi, je soigne à travers l'humour. J'ai décidé de faire ça du moment où j'ai découvert le Dr Patch. Je sais pas si tu connais. Pas du tout, raconte. Dr Patch, c'est un médecin américain incroyable qui soignait des gens atteints de cancer, mais qui leur faisait des blagues sur leur cancer, tu vois. Qui leur disait, ah, t'as plus besoin de mettre de gel ou des trucs comme ça, tu vois. Il allait loin dans le délire, mais il avait des statistiques. Les patients rigolaient, se sentaient mieux, et la rémission était meilleure. Moi, je découvre ça. Et je lis tout sur ce mec. Je tombe même sur le livre, le film avec Robin Williams, Mhm. où le mec, pareil, le Dr Patch, c'était un exemple pour moi. Donc du coup, j'ai décidé de soigner avec l'humour, ce qui n'a pas été accepté, parce que moi, j'étais étudiant, j'ai pas à faire ça, ils veulent des moutons, moi, c'est pas mon Ok. délire. Donc du coup, ça a été compliqué pour moi de choper mon diplôme. Mais une fois que je l'ai eu, je pouvais faire ce que je voulais. J'étais cuisinier, infirmier, double diplôme, j'avais plus de douleur, j'étais bien dans ma peau, sauf que j'étais hyper actif et j'allais dans tous les sens. Comment t'as plus de douleur à ce moment-là? Je sais pas comment te l'expliquer. Tu le Je pense que la psyché, le bien-être que je ressentais dans ma tête, a soigné certaines de mes douleurs. Ok. Et ça, c'était important. En fait, ça se manifestait peut-être plus fort. La douleur était toujours là, mais tellement qu'il y avait du... Je sais pas si on est sur de la dopamine, mais C'est possible. L'adrénaline, la dopamine voilà, des peut choses peut positives. créer un équilibre qui fait que Trop cool. ça, sans que tu prennes de médicaments, ça générait les molécules qu'il fallait pour aller calmer les inflammations, Mhm. ce genre de choses. Et on sait aujourd'hui, quand tu regardes plein d'études, que la psyché, elle agit sur le physique. Et ça, le psychologique, le physique, il y a un vrai lien. Donc, moi, j'arrive là, plusieurs diplômes, j'ai l'opportunité de me dire, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends mon sac et je me dis, allez, je vais à l'aventure. Je pars en Suisse et je me dis, vas-y, je vais aller trouver, faire des je vais aller trouver un job, quoi. Ouais. Et là, il s'est passé plein de choses. Je suis devenu infirmier en milieu carcéral. On m'a offert des opportunités incroyables. Et ma personnalité, pour une fois, ma personnalité le matchait. Elle matchait avec mon travail. Et du Ok. coup, là, enfin, j'ai pu être moi-même. Et en plus, ça plaisait. J'ai une mini question. Tu nous parles beaucoup de rire et c'est drôle. Enfin, je voulais t'en parler, mais pas du tout sur ce podcast. Mais parlons-en. Ouais, vas-y, dis-moi. T'as jamais voulu faire de la scène? T'as jamais voulu... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dont tu parles de l'acceptation de soi, enfin des autres pour soi. Et aussi, ouais, mais enfin, tu es très à l'aise. On en a parlé, tu es très à l'aise à l'oral et c'est quelque chose, c'est une force. T'as pas essayé de l'exprimer à travers un art? En fait, j'ai découvert le théâtre d'improvisation. Ça, une patinoire, t'es au milieu, on te donne des sujets, tu dois improviser. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Oui, attends, c'est pas ce que tu fais quand tu pitches aujourd'hui. Non, mais Bah, c'est ça. in a way, c'est un peu C'est ça. ça. C'est happer l'attention de l'audience. Et en fait, tu Et de la sais où garder, tu surtout. vas. Mais on est d'accord, t'as aucun script, t'as aucun texte qui est écrit à la virgule près, toi. Non, non, par contre, tu te cultives. Tu vois? Et se cultiver, se préparer, ça permet d'avoir une aisance à l'oral. Et en fait, si tu veux, c'est marrant que tu dis ça. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup m'exprimer, faire de la scène. J'en ai déjà fait en tant que théâtre d'impro. J'ai déjà fait des concours comme ça où on s'est régalé. C'est vrai que je l'ai pas... Eh ben, moi, ma scène aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. C'est LinkedIn. C'est tout ce que tu vois, ce que je fais avec mon téléphone. Ben, moi, je kiffe faire ça. Parce que du coup, ça m'oblige à aller puiser en moi et à gérer des situations qui peuvent avoir de gros enjeux. Mais il faut savoir jongler entre les gens. Et moi, j'aime les gens. Donc, c'est pas compliqué pour moi de gérer les gens. Et gérer mon propre stress. Faut pas croire que tu me vois dans des vidéos et tout, mais
Moi, je suis un angoissé en vrai. Raconte-moi ça. Raconte-nous l'envers du décor. Quand tu dis Bah, angoissé. l'angoisse, bah, tu sais, il reste toujours quelque chose de sous-jacent. Le truc, c'est que j'ai été beaucoup, tu vois, les gens, ils croient pas en toi. Les gens, ils te réduisent à ton handicap. Ils te réduisent à quelque chose de négatif, alors que moi, je suis quelqu'un de positif. Je te mets au défi de trouver quelqu'un qui va dire Abed était en colère. Ouais. C'est très rare. Alors que t'en as qui t'ont déjà très mal parlé. Et in Clairement. fine, tu restes toujours. Jamais. Mon père, il m'a appris une chose. Ne monte jamais en symétrie. Imagine, toi et moi, on se prend la tête. Ou bien, toi, tu viens, tu me manques de respect. Imagine, dans ta tête, tu justifies ton manque de respect pour justifier ton comportement. Si moi, je monte en symétrie et je commence à t'insulter, à te prendre la tête, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas justifier dans ta tête, la première justification, tu vas dire, j'avais raison d'être mauvais avec lui, tu vois. Alors que si moi, je reste positif, je dis, ok, mon père, il m'a dit, attends, si quelqu'un a tort et qu'il te manque de respect, reste en position d'âme. Laisse-le parler, il va revenir et il va comprendre son erreur. Donc c'est comme ça que moi j'ai toujours agi. Tu peux manquer de respect, bon, bah, vas-y, j'ai pas un orgueil de ouf, bah, tu manques de respect, je vais plutôt essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi tu as été comme ça. Et je vais aller chercher chez toi, qu'est-ce qui se passe? Et après, ça désamorce des situations, vraiment. Hein. L'exemple, hein, t'es sales, t'es commercial, tu vas en grande distribution ou tu vas en magasin, les gars, ils sont débordés. Ils en ont ras le cul. Vraiment, ils en peuvent plus. Ils ont des absences de personnel. Toi, tu arrives, tu leur ramènes quelque chose qu'ils t'ont même pas demandé. Donc des fois, ils t'envoient chier. Si tu montes en symétrie, c'est bon. Le lien commercial ou le lien humain, il est mort. Par contre, si les mecs t'envoient bouler, t'es là, ok, excusez-moi, bon, attends. Et tu leur files un coup de main. Moi, ce que j'ai beaucoup fait au début, c'est que les mecs, ils sont en train de ranger le rayon, ils me disent, ouais, j'ai pas le temps. Je pose mon sac et je range le rayon avec lui. Le mec, il me regarde, il me dit, il fait quoi lui? Mais attends, mais vas-y, je t'aide, comme ça, je te fais gagner du temps. Tu me donnes 1 minute, tu vois? Et en même temps, je parle avec la personne, je dis, hey, en plus, tu sais que je fais des biscuits. Et hop, tu lui fais goûter, et le mec, tu dis, attends, tiens, goûte, moi, je range ton rayon. Et je rangeais le rayon, les gars goûtaient, ils me regardaient, ils me disaient, oh ouais, c'est bon, bim, tu décroches un contrat. Et là, tu places ton produit. Et là, la strat, juste quand tu dis. En gros, c'est quoi les questions que tu te poses avant d'aller parler à ce mec? Aussi bien le mec en rayon que Emmanuel Macron. Tu leur as tous parlé dans tous les cas. Donc j'aimerais comprendre, quand tu vas les approcher, il se passe quoi dans ta tête? Toi, l'exemple d'Emmanuel Macron, du président, elle est simple. Je me suis dit, avec Fatia, on s'est regardé en disant, on a l'opportunité de voir ce mec, de voir cette personne en face à face. Attends. Respire. Prends un peu d'eau. D'ailleurs, merci à Racem, merci à Samuel. J'ai complètement oublié de faire ça dans l'intro, mais on est dans les magnifiques locaux de chez Legal Place. Donc voilà. Mais c'est à toi, vas-y, arrive. T'as l'opportunité de rencontrer quelqu'un comme ça. Attends, tu peux pas arriver, offrir une boîte de biscuits, dire salut, je m'appelle Papépi. Non, il y a plus de choses à faire que ça. Tu peux avoir des vraies discussions, des vrais échanges. Les grands patrons, franchement, ils peuvent t'apprendre plein de trucs. Et moi, c'est l'opportunité que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à les attraper, à leur pitcher quelque chose qui font écho en eux. Donc, tout le temps, avant d'aller voir quelqu'un, je me dis, mais qu'est-ce que moi, je peux lui apporter? Voilà, qu'est-ce qu'il peut prendre de chez moi qui va kiffer? Donc, je réfléchis et j'étudie la personne. Et c'est pas des gâteaux? Bah... Il y a le gâteau, c'est moi qui lui donne. Donc il va manger. Je vais assouvir un besoin chez lui, c'est de se faire plaisir et de manger. Mais des gens capés, ils cherchent plus que ça. Ils cherchent quoi? Bah, faut chercher dans leur discours. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu vois, le président de la République, lui, il parle d'entrepreneuriat. Il parle de rien lâcher. Il parle de travailler. Il parle de croire en soi. Et en réalité, quand j'ai commencé à étudier, j'ai dit, mais c'est moi qui cherche. C'est nous. Il a besoin de parler avec Fatia et moi. Et on va lui dire, mais écoute, ce que tu dis, ça existe. Tu vois, le French Dream, quand il l'explique, ok, on n'a pas une success story de fou. Mais en réalité, on a travaillé, on a charbonné, on a cru en nous, on a pris des risques. Quand je lui ai dit, bah voilà. Il a dit, ah ouais, ah bah tiens. Papépi en 3 chiffres. Juste, tu dis pas succès de ouf, tu peux nous rappeler un petit peu en 3 chiffres, bah, on a bouclé à 800 000 euros, quasiment 800 000 euros de chiffre d'affaires là cette année. On faisait moins de 200 000 euros l'année dernière. Une fois 4, ok. On a 10 personnes dans le bord qui travaillent avec nous. On a réussi à lever quasiment 1 million d'euros avec différents business angels. C'est plus de 1200 magasins maintenant en France. 3 ans d'existence. C'est 3 ans d'existence et nous on se régale, tu vois.
On se régale, c'est ça, Papépi. Et tout ça, parce qu'on a travaillé. Parce qu'on Et- a travaillé, on y a cru. Si on revient juste sur tout ce dont tu es en train de raconter, là on est déjà un petit peu sans s'en rendre compte dans la communication et comment tu vas parler en fait à des personnes qui peuvent être des clients comme des partenaires. Euh, et juste avant en plus, tu disais qu'il y a des relations pardon, qui peuvent mal commencer et qui terminent bien. Si on regarde un petit peu, 30 secondes en hauteur, c'est quoi ton plus gros learning ces 3 dernières années de toutes ces rencontres? Ce que j'ai le plus appris, c'est qu'en fait, si tu veux que les autres y croient en toi, il faut déjà commencer par croire toi-même en toi. Tu vois? Et ça, c'est ce que je mets dans toutes les relations que je fais, c'est que, par exemple, si toi, tu étais quelqu'un d'important, que tu avais 4 gardes du corps autour de toi, si je veux venir parler avec toi, je me conditionne dans ma tête comme quoi je suis légitime de venir parler avec toi. Et du coup, si moi j'y crois, toi tu vas y croire. Même l'attitude corporelle que je vais avoir, c'est que je suis légitime là où je me trouve. Hmm. Et alors tout le monde, personne ne va te regarder de travers. Tu vas pas avoir des gestes hésitants ou tu vas pas bégayer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. C'est en fait, fake it, do it, ou je sais plus comment on dit ça. Moi, j'arrive jamais à le dire. Fake it until you make it. Voilà. Et du coup, vaut mieux faire croire aux autres que tu es légitime. Et après, quand tu le fais, ils vont tellement y croire que du coup, il n'y a pas de barrière. Est-ce qu'on peut rephraser juste 30 secondes? On parle de légitimité, ce qu'il y a une chose mais sûre et certaine, c'est que je ne pense pas que tu aies ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome de se dire que je ne suis pas légitime, au contraire. Parce que je pense que c'est commun à énormément de personnes, c'est quoi le conseil que tu aimerais leur apporter à toutes ces personnes qui se disent mais pourquoi même un Raibet qui est à la tête d'une boîte qui fait 804 CA, il me donnerait l'heure? Ou pourquoi Emmanuel Macron qui est à la tête d'un pays de 70 millions de personnes me donnerait l'heure? Alors, pour arriver à ce constat-là, il faut que tu reviennes en arrière. En fait, il faut que tu regardes que toute ta vie, Ouais. c'est des difficultés. En fait, si tu prends ta vie en te disant c'est un apprentissage à devenir entrepreneur, tu vas avoir plein d'embûches, des mecs qui croient pas en toi, des gens qui te mettent des bâtons dans les roues, toi qui vas baisser les bras. Hmm. Tout ça, en fait, si tu gardes un mindset positif, tu te dis mais ok, faut que j'en fasse 10 fois plus que les autres pour réussir, pas grave. Quand je serai dans le monde du travail, je serai 10 fois plus performant que les autres. Lui, il croit pas en moi, ok, je vais lui montrer qu'il croit pas en moi. Il me partage pas son... Moi, le truc qu'on a le mieux fait pour moi, c'est quand je dis hey, tu peux me filer un mail? Non. Ok, d'accord. Je vais aller chercher le mail moi-même, mais surtout que je vais devenir pote avec la personne qui est derrière le mail, et tu vas voir que c'est toi qui vas me dire mais présente-moi la personne en fait, tu vois. Et c'est retourner la situation et montrer à l'autre que pourquoi tu agis comme ça. Agite positivement. Donne de la force aux autres parce que tu vas voir, tu te rendras même pas compte, mais ils vont te donner, tu vas avoir un retour en power, tu t'imagines même pas. Et ça, si tu reviens au fondement, c'est les valeurs qu'on te transmet quand tu es jeune. Mes parents, ils m'ont donné des valeurs dans le partage, la considération de l'autre, faire passer l'autre avant soi. Tout ça, c'est des valeurs humaines. Mhm. Tu vois, les Canadiens, il y a un Canadien, il s'appelle Yves Genet, je crois. C'est le concept d'humanitude. Il faut que tu prennes en considération l'autre dans sa globalité et que tu adaptes ta réalité pour que le faire rentrer dans la tienne. Tu vois, pour pas qu'il y ait de conflit. Et en fait, on peut tous vivre ensemble. Faut arrêter de se dire, ouais, tout, la concurrence, on peut pas se filer de la force et tout parce que lui, il va me griller. Non, non. Comme je l'ai dit dans 66 minutes hier, Mhm. j'ai dit, mais moi, j'aime la concurrence. La concurrence, elle te pousse vers le haut. Donc, en fait, pour arriver aujourd'hui à ta légitimité, comme tu dis, pour arriver à ce constat aujourd'hui où tu te sens bien en tant qu'entrepreneur et où tu as envie d'aller de l'avant, il faut prendre toute ta vie de façon positive. Te dire, il y a un problème, il y a une solution, trouve ta solution. Donc Et s'il y a lève-toi. un non N-O-N, hein, tout ce qui est négatif, toi tu sais juste que c'est pas le bon chemin, mais tu sais que le but final tu y accéderas. Tu sais qu'il n'y a rien d'impossible dans ta tête en fait. Il n'y a rien d'impossible. J'ai une dernière petite question sur ça. Je reprends le début de ta phrase. Je suis désolé, en même temps, je regarde parce que j'ai mes équipes qui m'écrivent des trucs. Il n'y a pas de souci. Tu as dit juste avant que tu voulais qu'il fallait miser sur toi à 100% avant d'attendre que les autres misent sur toi. Tu m'écoutes, hein? En même temps, oui. Tous les autres, je mis sur toi. Tout simplement, je crois que le moment où vous avez le plus misé sur vous, avec Fatiha, ta femme, c'est lorsque vous avez vendu votre maison. Ouais. Coup de com', coup de génie, ou avec recul, totalement naïf et presque totalement inconscient d'avoir fait ça. Non, c'est pas de l'inconscience.
en fait, à ce moment-là, avec Fathia, on lâche nos CDI, on lâche notre confort, parce qu'on y croit. En fait, tu te dis, mais tu arrives à un chemin de non-retour. Et il faut y aller, parce qu'il faut montrer aux autres que ce que tu fais, ça a du sens pour toi, et que toi, tu y crois. Il n'y a que comme ça que les gens ils vont croire en ton projet. Donc, pour nous, ce n'était pas un coup de com', c'était une nécessité. Ok. Parce que sinon, en fait, on se résiliait. On se résiliait à une situation de dire, bah non, c'est mort. Et c'est là que tout a commencé. Avec Fathia, on s'est dit, bon, let's go, on y croit, on va pousser. Et c'est surtout qu'on a pu mettre en place, on a pu fédérer les gens autour de nous, dire, voilà, si nous on a fait ça, vous aussi, vous pouvez sacrifier du temps, vous pouvez croire en nous, vous pouvez nous donner des conseils. Et c'est ça qu'a fédéré autour de nous, et ça nous a donné un but. Le but aujourd'hui, c'est on doit s'élever. Parce que si on lâche, on perd tout. Ok. Tu voulais que j'aille plus loin ? Vas-y, va plus loin parce que c'est quand même très risqué tout ça. Mais en fait, dans ta tête, il y a une partie, dis-moi si je me trompe, que nous on voit pas. Parce que nous, on n'est pas dans ta tête et on ne se dit pas que Papépi va devenir la plus grosse des boîtes. Mais toi, tu es convaincu en fait. En fait, encore une fois, on reprend ce truc de il y a plusieurs chemins pour y arriver. Mais s'il y a une chose dont tu ne doutes pas, dont vous ne doutez pas, c'est que vous allez y arriver en fait. Donc peu importe le moyen, le plus important, ce sera la destination finale. Pas peu importe le moyen. En fait, ce qui fait aujourd'hui que Papépi, on fonctionne, c'est la communauté qui est autour de nous. Tu vois, cet acte fédérateur de vendre sa maison, ça a donné des ailes aux autres. Les gens disent, mais attends, pourquoi moi je prends pas des risques ? Eux ont pris des risques, donc ils nous prennent un peu comme modèle. Mais notre communauté, nous on parle avec eux. Et en fait, on a fédéré une communauté très engagée qui nous pousse. Aujourd'hui, en fait, on n'y arriverait pas si tu n'avais pas des gens qui m'écrivaient le matin sur LinkedIn. Ouais, mais bravo, on croit en vous, tu m'as donné envie à moi-même d'entreprendre. Parce que tous les coups d'audace qu'on fait, en fait, ils vont parler à une communauté qui va te dire, ouais, mais attends, mais moi aussi je peux. Ben oui, c'est vrai qu'il y a un problème, il y a une solution. Donc les coups d'audace, c'est pas... Est-ce que c'est pour vendre un petit peu quand même Papépi ? Ou est-ce que c'est juste pour inspirer ? Ou est-ce que c'est hybride entre les deux ? En fait, nous, quand on Tu pense me les coups permets, d'audace... moi, j'en prends un peu. Vas-y. Mais nous, quand on pense les coups d'audace, c'est pas... On se dit, tiens, on fait un coup d'audace, ça va inspirer les autres. Déjà, à la base, on part d'une problématique. Si je vais voir Monoprix et que j'essaie de leur faire goûter des biscuits avec une dégustation sauvage, c'est parce que je dois créer un marché. Je dois pénétrer le marché. Donc là, on pénètre le marché, on arrive à avoir des connexions, puis on arrive à rentrer là où on n'a personne. Tu fais beaucoup de bruit. Sorry. Mais Le si mec tu regardes, a faim. nous on n'avait pas de réseau, on n'avait pas les bons contacts pour monter, donc il y a un moment, il faut qu'on déclenche les choses. Donc on y va. On charbonne, on va faire goûter aux gens et on arrive à obtenir des choses. Et en fait, ça nous a permis d'avoir un réseau. Et ce réseau, au lieu de le garder pour nous-mêmes, on l'a partagé. Comme ça, on ne va pas ressembler à ceux qu'on dénonce. On partage, et du coup, les gens à qui on a partagé nous partagent leur réseau. Et en plus, ça devient des gens qui vont nous soutenir, parce qu'ils vont se dire, ok, c'est des gens qui font des cercles vertueux. Du coup, en fait, tu commences à créer un réseau et un maillage très positif, où tout le monde s'entraide. Et si tu regardes aujourd'hui dans le réseau jeu, moi j'écris un message, et les gars, j'ai besoin de... Les gens, ils essayent de trouver la solution pour t'aider. Parce que toi, avant même qu'ils te parlent de leurs problèmes, tu as essayé de leur trouver une solution, ou tu as essayé de les aider en amont. Le give first. Ben c'est ça en fait, c'est toujours si tu pensais à l'autre et partage ce que tu as. En réalité, tiens, t'en donnes un, t'en reçois 2 derrière, t'en reçois 3, et après tu redonnes les 3, t'en reçois 10. Et c'est ça en fait que j'aime dans Papépi, avant tout, c'est la communauté qu'on a derrière. Et cette communauté, justement, est-ce que c'était conscient dès le départ de la créer, ou est-ce que vous avez été agréablement surpris ? Ben non, en fait, c'est quand on a raconté notre histoire. Les gens qui font de la com vont dire ouais, c'est du storytelling. Mais nous, en fait, on te raconte juste notre histoire. En plus, on a décidé de le filmer dès le début parce qu'on savait qu'on vivait quelque chose de différent. Et en fait, de le partager, ça a créé des gens qui s'identifient et des gens qui nous donnent de la force. Et après, ils sont restés autour de nous. Et puis, c'est une communauté qui a grandi. Et ça, on l'a pas anticipé.
Aujourd'hui, tu regardes les statistiques, notre réseau, on partage quelque chose, tu as plein de retours, des gens qui viennent commenter, donner de la force en disant oui, tu as raison, vas-y, on te soutient là-dessus. C'est génial. Et si tu regardes aujourd'hui, moi, sur LinkedIn, avec Fatia, même de son côté, elle commence à recevoir de plus en plus de commandes, on fait 40% de notre chiffre d'affaires sur LinkedIn avec des gens qui nous écrivent en privé. Vous avez développé votre propre média. Et vous n'aviez, dis-moi si je me trompe, aucun réseau à la base. On avait 0 à la base, on a commencé de 0. Et ce média aujourd'hui, c'est pour ça que je préserve ma communauté. Moi, tu sais, je reçois des messages, ouais, un post rémunéré à 4000 balles, 10 000 balles. Je dis non, mais attendez les gars, la communauté avec qui on bosse, notre réseau, non, on le préserve. J'en ai fait quelques-uns. J'en avais fait un pour don de chaleur, là. Il m'avait bien payé, je crois qu'il nous avait donné 2000 euros. Putain, 2000 balles le poste. 2000 balles un poste. Non mais je t'avoue, j'ai sauté dessus, j'étais content parce que je voulais voulais payer ma communauté. Non mais en plus, j'ai pris cet argent-là, j'ai payé un voyage à Fatia et en fait, je l'ai régalé parce qu'elle en avait besoin. Et je t'avoue, on n'a pas des super. C'est la Tunisie là. Ouais, on est parti en famille. Et ben ça. Chez l'habitant. Merci don de chaleur, ouais. On a fait un Pékin Express en Tunisie. C'est ça. Et on en a fait un reportage. Et avec ça, on a fait 10 voyages derrière. Même pas. C'est vrai que s'il y a un voyagiste qui veut nous envoyer ailleurs, avec les enfants, franchement, on a été fan de ce qu'on a fait en Tunisie. Écoutez, pas de soucis, nous on va où vous voulez. Mais pour revenir là-dessus, dis-moi si je me trompe, je pense que tu étais en train de parler de en fait, la pierre angulaire, la plus grosse valeur, c'est la confiance et l'authenticité que vous retranscrivez. D'ailleurs, je t'emmerde 30 secondes. Tu fais des fautes, mec, sur tes posts. Ouais, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Mais c'est drôle, tu t'en fous? Bah écoutez, je suis malade. Hein. Mais je suis malade, j'ai pas trouvé le traitement encore. Non, je fais. T'as ton pack ou quoi? Non, ouais, mais franchement, j'ai toujours eu ce problème. Mais ça t'empêche pas de le retranscrire. C'est ça ma question. Non, et surtout, je continuerai à le faire parce que je veux surtout pas que ceux qui ont cette problématique de se dire attends, je fais des fautes, je vais pas m'exprimer. Exprimez-vous. Celui qui vous embrouille, je viendrai vous soutenir. Parce que, en fait, c'est ça, ce serait le plus gros mal. C'est de dire aux gens tais-toi parce que tu sais pas écrire. Non, parle, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le fond. C'est pas forcément la forme. Ok. Même si tu fais un peu attention à la syntaxe et tout ça. Mais si tu mets l'intention. Les posts sont bien écrits. C'est juste parfois il y a des petites fautes et je suis comme. Tu sais, moi je travaille avec des stagiaires, donc s'ils font des fautes sur mes posts, moi je suis en mode non, on publie pas ça. Mais j'ai toujours peur en fait qu'il y ait des haters qui viennent me défoncer pour ça. Ouais, mais corrige-leur et apprends-leur quelle est la règle. Évidemment, tu vois, on corrige, évidemment. Question à 100 millions. Faut pas se fermer des portes là-dessus. Vraiment. Je vous invite vraiment à vous exprimer sur LinkedIn. C'est quand même le réseau social le plus bienveillant et ça te permet vraiment de rencontrer énormément de monde. T'as pas l'impression qu'on balance trop de paillettes sur LinkedIn et que je trouve que vous faites partie de ce mouvement où les gens commencent de plus en plus à parler de leurs échecs. Mais même quand ils parlent de leurs échecs, c'est une réussite. Ah, moi je parle trop de mes galères et même Fatia elle commence à balancer. Elle a fait un post de ouf là ce matin où elle raconte que vous avez perdu, je crois que c'est 15 000 euros sur une histoire de logistique. Ah non, mais elle a pété un plomb ce week-end parce qu'on faisait elle faisait la compta et tout. Et elle commence à me dire mais regarde, je fais oh, non, ça a abusé et tout, puis on commence à calculer, on se dit waouh, mais ok d'accord. Juste parce 10 minutes de retard, enfin j'ai plus tous les détails. Il y a plein de trucs, une palette qui est mal filmée et tout, les gars ils te refusent des commandes, ça se renvoie, tu dois payer le retour, tu dois payer le là non mais franchement la logistique, moi je suis content que ce soit Fatia qui le gère, je te dis honnêtement, et je te remercie ma chérie parce que moi je n'ai pas cette patience. J'ai pas cette patience, c'est une vraie galère et je conseille à tout le monde de faire très attention parce que quand vous allez en grande distribution, quand vous allez sur des grands comptes comme ça, franchement, il n'y a pas de place à l'à peu près parce que tu fais un pas de travers, il te charpe quoi. Et vraiment, ça coûte cher et vraiment ça tue tes rentabilités, il faut faire très attention, choisissez bien vos canaux de distribution et les méthodes de livraison parce que franchement, ça fait vite mal. Très clair, et on soutient Fatiha et je crois qu'on a bien compris que sans Fatiha il y aurait encore beaucoup plus de pertes ou de mauvaises logistiques. Je serais sur la paille mec, et je te demanderais de m'embaucher. On se parlerait pas là. Ah non mais on se parlerait surtout sur comment j'ai coulé ma boîte. Ouais c'est ça, ça fera un super podcast hein. Mais je te le souhaite pas. Est-ce qu'on achète des billes? Est-ce qu'on achète gustativement un produit ou est-ce qu'on achète l'histoire de Raibed et Fatiha? Et je vais te dire une chose. Ce matin, je suis allé sur Google Trends, qui est un super outil, et je me suis baladé et j'ai tapé Raibed Tahi, Fatiha Tahi et Papépi. Et après Yassine Scali. Spoiler, Yassine Scali n'apparaît pas. Par contre, vous trois, vous apparaissez depuis un an. Il y a eu un pic en janvier.
Il y a eu un énorme pic là, il y a 1 ou 2 semaines, donc je pense que c'est qui va être mon associé, et il y a dû avoir un pic vers juin. Tu saurais l'expliquer ça ou pas? Bah, en fait, Et me répondre à ma première question, qu'est-ce qu'on achète quand on achète Papépi? je crois que tu achètes les deux. Réellement. En fait, soit tu découvres le produit, tu le goûtes, tu le trouves bon. Tu dis, tiens, ah, et tu commences à lire les histoires derrière, tu dis, ah, mais c'est l'histoire d'un couple. Ah ouais, tiens, ils ont voyagé. Et tu t'intéresses à nous, et du coup, tu t'intéresses à notre histoire et tu la trouves cool. Il y a Et ça pas un match petit de ce QR côté-là. code? Pas encore. Je te C'est à donne l'idée travailler. gratuitement. Mais du coup, tu t'intéresses au produit, puis ensuite tu t'intéresses au fondateur du produit. Ok. Mais il y a aussi l'autre manière. Tu t'entends parler de nous sur LinkedIn ou dans les réseaux ou dans les médias. Tu te dis, waouh, mais attends, mais qui sont ces deux fondateurs? Et après, tu prends le produit, tu le goûtes. Et il est bon. Et tu as un double match. Et c'est ça, en fait, qui a fait... toi, t'imagines, tu m'aurais découvert, tu goûtes, tu trouves ça pas bon. Ça fait pchit. Bien Le sûr. truc, c'est qu'on a réussi à... On s'est vraiment focus sur un produit de qualité qui est bon, made in France, qui répond à vraiment toutes les demandes actuelles et qui se bat aujourd'hui, parce que rappelle-toi que nous, nos usines de production, elles sont en France. Donc on se bat pour le On made n'a in pas France, tu raconté vois. en plus, mais tu t'es baladé dans le monde entier pour faire tes recettes. T'es revenu en France, c'est aussi pour acheter ou louer une usine, en tout cas que vous avez vendu la Non, maison non, on a acheté l'usine. Vous l'avez On a acheté construit la première usine. en France. Donc il y a quand même tout ça. On l'a pas raconté parce que nous on prend ça pour acquis. Mais, Ouais, si mais les gens se posent la question, Il y a un vrai engagement, il y avait un Mm. vrai engagement. Donc en fait, tu découvres ça, tu te dis, ah ouais, mais en plus, derrière le produit, il y a une vraie histoire entrepreneuriale. Et c'est ce double match qui fait que notre histoire, elle est kiffante. Et l'histoire de Papépi, tu vois, Papépi, c'est nous. ah oui, non mais Tu vois clairement. Papépi, c'est nous. Je pense qu'il y a des gens nous qui sommes connaissent Papépi. Raibed ou Fatiha plus que Papépi. Et qui découvrent après. Il y en a plein qui me disent, ah tiens, je t'ai découvert sur LinkedIn. Eh, mais en plus, tu fais un produit. Ils achètent le produit, ils sont contents. Et c'est ça la différence avec... tu vois, nous, on n'est pas des influenceurs qu'on crée un produit. Nous, en fait, on a créé un produit et on est devenu créateur de contenu parce qu'on partage notre quotidien. Mais notre quotidien, on ne le partage pas par voyeurisme. On le partage parce que on arrive à révéler des problématiques ou à révéler des situations qui vont te permettre à toi soit de t'inspirer, soit d'apprendre et de te dire, mais attends, ils ont vécu ça, je m'identifie à ça, et ben je vais retranscrire dans ma propre histoire ce qui se passe. Mais si on parle de la com, tout n'est pas rose. Tout peut pas être rose. Ah non. Il y a des hauts, il y a des bas. T'en parlais toi-même. J'aimerais comprendre une chose. Parfois, vous embrouillez avec Fatiha. C'est obligé. Ne me fais pas croire. Ah ouais, mais c'est obligé. Mais- Si avoir Raibed comme mari, c'est sûr que. Ah la pauvre, elle va Non, te le mais dire. je rigole et je la salue. Non, ce que je trouve assez drôle, c'est que déjà, vous publiez tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu n'as pas envie de publier? Et surtout, moi, je me souviens d'un post où, je pense que c'est Fatiha qui a fait le post, où elle explique pourquoi elle a envie de t'éclater. Parce qu'elle en peut plus de toi sur des sujets. En fait, je me dis une chose, c'est à l'instant T, elle a envie de t'éclater. Combien de temps ça prend à ce que vous soyez capable de faire ce qu'on appelle un post-mortem quand tu plantes une boîte? Mais tu sais, c'est un petit peu analyser les raisons. Et te Écoute, dire, c'est très simple. là, on va créer de la com autour parce qu'on a appris quelque chose qu'on veut partager. Très simple. Hmm. Il y a une règle qu'on s'est mis, Fatia et moi, quand on s'est rencontrés. On a dit, l'orgueil n'a pas de place dans notre couple. Rien que cette base-là. Ok. Donc déjà, on s'est dit, s'il y a un problème, si t'as tort et que tu vois que ça s'envenime, tu vas t'excuser. Bon, je t'avoue, c'est souvent moi qui m'excuse. Mais du coup, pas d'orgueil. Et moi, mon nez, on appelle ça le nez, tu vois, l'orgueil, je l'ai jeté à la poubelle. Ma femme, c'est la femme la plus importante de ma vie. Jamais je pourrais lui tourner le dos ou d'arrêter de lui parler. En plus, moi, ça me tue qu'elle ne me parle pas. Donc, il y a une embrouille, même si elle a tort, je vais la voir. Je m'excuse qu'elle ait Mais tort. tu t'excuses parce que tu sais que tu lui parleras plus. C'est pas Ouais, elle qui fera et le puis premier même, pas. non, si, elle l'a fait. Je te promets qu'elle elle a appris à le faire. Et c'est ça qui fait que notre couple, il est équilibré. Elle a appris à le faire. Et ça nous a servi dans l'entrepreneuriat. Et tu me disais en plus, là, si je rebondis là-dessus, lorsque tu l'as rencontré, donc déjà vous êtes mariés en 15 jours, et tu disais que c'est la deuxième personne de ta vie, je crois, après ta maman, qui t'a dit « je t'aime comme tu es Clairement. ». C'est ça qui t'a Déjà permis très d'enlever jeune, moi, l'orgueil. j'avais du mal à trouver ma place. Ma mère, elle me disait je t'aime comme tu es, sois toi-même. Mais change un peu vis quand ta vie. Ouais, mais elle essaie de me Non, régler mais sur bien, des choses normales, tu évidemment. vois. Mais Fatia, c'est celle qui m'a regardé avec des yeux brillants et quand je lui ai raconté tout, sans détour, elle sait tout de moi, ma femme. Si on se met à sa place,
Et si moi je demandais à Fatiha, mais pourquoi t'as dit oui à Raibed, tu crois qu'elle dirait quoi? Elle m'a dit oui parce que... Professionnellement comme perso. Hein. Personnellement, parce que j'étais à l'opposé d'elle. Vraiment. Vraiment. Elle était mesurée, timide, elle rigolait bien, mais tu vois, elle était plus en retrait. Moi, j'étais la bombe qui rigole, celui qui est à fond et qui est exubérant. Et en fait, la rencontre des deux opposés a créé un équilibre qui fait qu'on est devenus justes tous les deux dans chacune de nos attitudes. Elle, ça a développé des compétences chez elle, d'allocution, de discuter avec le monde, de s'ouvrir au monde. Et de mon côté, ça m'a travaillé la mesure, de pouvoir gérer l'autre et de ne pas prendre trop de place. Et tout ça, c'est pour ça qu'elle m'a dit oui, c'est parce qu'il y avait ce match. Et surtout, vraiment, tu sais, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais l'amour et la passion, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je te promets, hein, je l'ai vue, je savais que c'était elle. Même ma mère, elle m'a dit, mais t'es fou, quoi. J'ai dit, non, maman, c'est elle. Mais parce que je le savais, et j'en suis encore persuadé aujourd'hui. Et c'est là, ce qui est ouf, hein, j'ai jamais regardé ailleurs. Jamais personne ne m'a attiré ou quoi. Pour moi, le monde extérieur n'est que des relations amicales ou des relations professionnelles. Les relations amoureuses, je pense que j'arriverai jamais plus à en avoir parce que je vis tellement ma passion, j'aime tellement ma femme que déjà c'est ce qui me porte. Tu vois, tu te rends compte. Elle a réussi à faire de moi l'hyperactif que je suis, elle a réussi à le canaliser, mais j'ai une capacité de travail aujourd'hui. Tu travailles avec moi. Même si je suis plus chez Papépi et que tu as besoin d'un commercial, moi je te dis, embauche-moi. Je vais te faire du chiffre comme jamais. Bah déjà, on va le prouver. Hein. Ça fait quoi, 3 ans, t'as toujours pas de locaux. Beau gosse quand même. Ouais, merci les copains qui m'accueillent. Moi j'aime bien être chez vous. Je suis devenu le team building dans plein d'entreprises. Merci Anthony, bonbon, merci Racem. Même Legal Place, tu vois, ouais, je vais chez Superprof. Moi je me régale. Je vais même chez Big Cheese, des copains que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Je travaille chez eux. Mais ça, la valeur travail, l'énergie qu'elle a réussi à canaliser en moi, je te promets, moi j'ai une rage de réussir, j'ai une rage avec des objectifs. Donc tu vois, c'est construit, c'est pas déstructuré. Toi, tu peux voir aujourd'hui dire ouais, il fait de la com, il fait en plus du média, en plus il fait un livre. Tu peux voir ça comme de la dispersion. Alors que c'est de la diversification avec l'utilisation de mon temps sur des verticales bien définies. Quand je te dis je fais du biscuit, Papépi, c'est du biscuit, ça tourne, c'est bon, c'est géré. Next. Je te dis, je fais de la communication, je fais un média, je fais Charabia ou j'en fais d'autres, et là, ça tourne et on met des programmes qui sont rentables. Je te dis, je fais un livre avec de la formation, t'inquiète, c'est géré, c'est la verticale formation, et mon temps, il est structuré en fonction des verticales. Et du coup, je me disperse pas. Moi, je suis très diversifié. Mais j'ai des cases et moi je suis obligé d'être rangé dans ma tête, tu vois. Et là aujourd'hui, tu vois, on a réussi à libérer du temps. On a reçu tellement de messages de gens qui nous disent ouais, est-ce que tu peux m'accompagner en tant que coach et tout parce que j'aimerais. Tu sais, moi, tu me demandes à moi d'être coach. Alors qu'avant, tout le monde me disait j'étais un tocard. Aujourd'hui, on me dit ah ouais, t'es un génie, j'aimerais bien que tu m'accompagnes de machin parce que ce que tu fais, c'est génial. Et moi, c'est une satisfaction énorme. Énorme. En plus, quand je raconte ça à mon père, il me dit ah, ça y est. ça y est, enfin. Et je dis ouais, papa, c'est super. Tu vois, moi, je suis hyper content. Je reprends juste un truc juste avant. Tu sais, on a parlé des médicaments que tu prenais, des cachetons, et tu disais que ça te bridait. Et là, tu disais que grâce à Fatiha, tu as su te canaliser. Ça ne veut pas dire te brider. Est-ce que tu estimes que justement, c'est les bienfaits du médicament, mais elle a contré tous les mauvais effets, c'est-à-dire non pas te mettre dans une case, mais justement savoir quand t'exprimer et exprimer ton plein potentiel par moment? Ma femme, c'est mon médicament. Est-ce qu'elle te connaît mieux que toi? Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui fait qu'elle est incroyable. C'est parce qu'elle repère. Tu sais, des fois, moi, je me disperse moi. Pas dans mes activités, mais je me disperse moi, où je me perds un petit peu dans mes objectifs. Je passe une demi-heure avec Fatia, pam, on pose, elle me dit ça va. Elle me recentre et ça me fait un bien fou. Vraiment. C'est une personne qui a réussi à canaliser mes énergies et à les recentrer un petit peu. Et ça c'est pour ça que je suis tellement bien avec elle. J'avais besoin de ça. J'ai trop d'énergie. I know. Regarde, mon téléphone il est jamais déchargé, je le colle à moi comme ça, direct j'ai de la batterie mec.
Ce podcast touche bientôt à sa fin. J'ai quand même 2-3 petites questions à te poser. Et d'ailleurs, mes questions de fin que je suis sûr que tu as oubliées. Mais c'est pas grave. J'ai juste une dernière mini-question. Là, on parle de com depuis tout à l'heure, de la création d'une communauté. En plus, je pense pas que tu connaissais quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, le monde des médias. Nous, on peut se dire, on s'est rencontrés donc à la Cigale. Donc clairement, il n'y a pas d'intermédiaire entre Oui, je me toi et rappelle moi. dans les coulisses. Exactement. Dans les coulisses des Founders. Salut les copains. La Founders Night, c'est vrai. Ah oui, c'est stylé. On s'est vu dans les coulisses de la Cigale. Ça, c'est Et pareil, plus je m'étais la incrusté sur scène pour annoncer Je Charabia. sais, Et il y avait un mec dans le public qui s'était filmé en disant je serai sur Charabia. Mais non. Si, il dit je serai Et sur c'était qui, Charabia ça et tout. C'est celui qui fait les rollers. Putain, j'ai oublié son prénom. C'est Mohamed. Il fait des rollers électriques. Ah oui, de chez les déterminés, je me souviens. Et il passe dans la a saison filmé, 2 du coup. il a dit Raibet, tu vois dans cette vidéo, je te le dis tout de suite, je te vois sur scène, génial Charabia, je serai sur l'émission. Et il s'est battu, il a été sur l'émission. Bon bah parlons-en. T'as fait la Cigale, il y avait presque 1000 personnes. T'es sur je ne sais combien bon, les réseaux, mais au-delà de ça, t'as fait Qui veut être mon associé, t'as été repris, tu le disais, le 66 minutes hier. Il y a eu un autre JT TF1, vous avez fait 100 000 balles dans la soirée, je crois. Qui gère ça ? Est-ce que tu as une agence ? Comment tu arrives à choper ces codes d'un milieu qui est si fermé et si flou ? Pas de RP. J'ai jamais eu personne qui gère Donc, personne ça. en relation presse, rien du tout. Pas de relation presse. Non. En fait, déjà, faut que tu saches utiliser LinkedIn. LinkedIn, c'est très simple. Si tu connais le nom des journalistes qui gèrent tout ça, bah, tu vas les demander en connexion et après, tu peux avoir les. Mais toi, tu as appris, tu connaissais rien encore une fois à la base. Là, Non, on parle j'ai de appris. quelqu'un, tu avais quoi, 500 relations au tout début ? Ou peut-être un peu Ouais, plus ? même un peu moins. Mais en fait, si tu veux, après, c'est. Tu regardes les codes, tu écris des textes, des petits pitchs que tu vas pouvoir pousser à la presse, puis après tu essaies d'obtenir ta place. Et en fait, ça, c'est grâce à la confiance en soi. En fait, je me suis toujours dit, quand j'ai contacté de la presse, j'ai dit, mais je suis légitime, vous devez parler de nous, regardez, l'histoire est cool et tout, tu la racontes d'une bonne manière, qui fait que je me mets pas de limite. Tu vois, on a écrit le livre On lâche rien. Je me suis dit, ok, déjà, on a fait un énorme effort d'écrire le livre. Tu sais qu'en 15 jours avec Fatia, on s'est posé, on l'a écrit En 15 complètement. jours. En 15 jours, on a écrit tout le livre. Bon, je t'avoue, il fallait mettre quelqu'un, un ghostwriter pour corriger parce que je fais énormément de fautes. J'allais Au te niveau dire. syntaxe, c'était un peu violent. Et du coup, elle l'a Ça a relu. été relu. Ouais, Elle ok. m'a dit, mais génial. Elle a dit, j'ai jamais écrit un livre aussi vite. Elle l'a refait avec la bonne syntaxe, mais elle a gardé toute l'essence même du truc. Votre Et là, c'est ça. éditorialiste, du coup, ouais. On a même mis des QR codes, on a trouvé ça cool. Mais on s'est dit, non, il faut encore quelque chose de plus. Du coup, j'ai appelé le cabinet du président de la République. J'ai envoyé des messages, j'ai envoyé la pré-impression, un livre comme ça. Je leur ai dit, je veux la préface du président de la République. C'est légitime, regardez le livre qu'on a écrit. C'est exactement tout ce qu'il décrit. Ils m'ont dit, T'as envoyé le message quand ? la demande. Ouais, ok. La demande, je l'ai envoyée il y a 4 semaines. T'as Et j'ai envoyé- envoyé un coursier qui a livré carrément le livre. Pendant que j'ai envoyé un message, je lui ai dit, mais il y a un coursier qui arrive là. Elle me dit, ah oui, c'est bon, elle a reçu et tout. Elle me dit, je vais le mettre sur le bureau du président, on va lui en parler. Tu vois, et en fait, Et c'est quoi la suite ? Arrête, moi je veux la l'avoir, suite c'est en cours. Elle m'a écrit la dernière Il y a fois. eu des Elle m'a retours, dit- Elle m'a c'est- dit, ouais, t'inquiète pas, et on va pouvoir, on l'a soumis. Mais le truc qui m'a grave touché, c'est qu'elle a dit, mais on adore votre histoire, on la connaît, et franchement, c'est hyper légitime ce que vous demandez. Donc, on va en parler au président de la République. Si j'arrive à faire ça, c'est que ce serait comme une folie. Tu vois. Mais je te le souhaite. Mais tout ça, en fait, c'est pour se dire, ne te pose jamais aucune limite. La phrase où on te dit, les limites que tu te poses, il n'y a que toi qui te les poses. Tu es ta propre limite. Donc en réalité, pas de limite. Teste un truc, ça marche, c'est cool. Ça marche pas, bah tant pis, teste un autre. Mais t'arrêtes jamais d'essayer pour essayer d'obtenir tes objectifs. Et puis on le voit, le bouquin, enfin, c'est pas qui est la préface d'Emmanuel Macron ou non qui sera publié. En fait, c'est juste un bonus. Ouais, bah pour moi, c'est un top, bonus quoi. qui est complètement légitime. Ouais, Parce bien que sûr. dans ma tête, il doit préfacer ce livre. Puis il vous connaît, quoi. Et en plus, il nous connaît. J'aimerais parler 30 secondes des politiques. On sait que Emmanuel Macron est tout de même le président de la Startup Nation, qui nous a supporté en tout cas financièrement à bien des niveaux. Je sais que tu as parlé aussi avec Laurent Wauquiez, par exemple, qui vous a permis, je crois, en l'espace d'un meeting, de recevoir, dis-moi si je me trompe, c'est genre 150 000 euros de Ouais, c'était un peu plus de subvention. 160 000 euros de subvention. Ok, j'aimerais comprendre. Et puis là, récemment, tu parlais avec d'autres entrepreneurs qui avaient des problèmes de subvention. Et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, toi, tu fais partager ton réseau. Mais c'est même pas tu le fais, c'est genre, tu préviens aux gens de leur mail, tu leur dis, soit dit en passant, si tu bosses avec moi, tu bosses avec toute ma communauté. En gros, Pas grave. c'est le deal. J'aimerais comprendre, c'est quoi l'intérêt pour toi de bosser avec des politiques à ce moment-là ? Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur,
on doit parler avec des politiques. Est-ce que toi, tu n'as pas peur parfois, en termes de communication, de ce qu'on appelle la récupération? Très simple. Quand tu parles entrepreneuriat, il n'y a pas de parti politique. Donc tu peux parler à n'importe qui. Tu peux parler au Front National, tu peux parler à la gauche, à l'extrême gauche, à la droite, au LR, tu parles à tout le monde. Parce que c'est une valeur commune qu'ils ont tous. L'entrepreneuriat, c'est créer de la valeur en France et de développer le pays économiquement. D'accord ? Donc quand moi je suis allé parler aux politiques, je suis allé parler entrepreneuriat, de vraies problématiques. Ok, tu veux te présenter, mais c'est quoi ton programme pour ça ? Pour cette problématique. Donc pour nous, on n'a jamais eu un problème de récupération. Si, récupération, pourquoi ? Qui on est, mec ? Infirmier, parent, reconverti, professionnellement, plus on prend des risques, plus on est chef d'entreprise. Mec, si tu prenais une checklist, c'est un politique qui dit « trouvez-moi un mec qui s'est reconverti, c'est machin. » On répond toutes les checklists, mec. Donc même eux, quand ils me voient arriver avec mon histoire, bon, après, moi, j'y vais pas de ma morte. Hein. Je leur mets face visage, leur dire t'as dit ça. Mec, regarde les problèmes qu'il y a. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Ça nous a pas posé de problème. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ouais, t'es pro Macron, ouais, t'es pro Mélenchon. J'ai parlé avec tout le monde. En plus, je leur ai tous fait goûter des biscuits. T'en penses quoi ? Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour développer ça et rester en Made in France ? Et ça, c'est universel. Donc, en réalité, t'es entrepreneur. Utilise les politiques. Ils sont là pour ça. Utilise les régions. Utilise les organismes qui sont faits pour ça, mec. Les organismes nationaux, il y a des aides, il y a des accompagnements. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour que tu t'élèves et que tu puisses aller au bout de ton projet. Donc, si tu passes à côté de ça, pour moi, tu passes à côté de la moitié de ce qu'ils peuvent te proposer autour du système entrepreneurial. Et ça, c'est dommage. Et puis, ça t'enrichit de ouf en termes de com, je suis sûr. Mec, il y a une chose que tu dois savoir. C'est pas les politiques que tu vois face visage qui te font avancer. C'est les cabinets ministériels. En fait, quand tu parles à un politique, derrière, il y a toujours un mec qui vient qui dit « Donnez-moi votre carte ». Souvent, il a des lunettes, il est super cool, il dit « Donnez-moi votre carte ». Et il s'appelle souvent Étienne ou Jean-Luc, il te dit « Tiens, tu prends sa carte, tu lui envoies un mail ». Mec, c'est pas le président ou Laurent Wauquiez ou quoi qui te reçoivent. C'est ses équipes, tous ceux qui sont dans l'ombre. C'est eux qui font avancer la France. C'est passé avec Laurent Wauquiez. Tu disais, ils sont arrivés. Avec Laurent Wauquiez, avec Franck Platine, Riester, avec le président de la République, avec tous les politiques que j'ai parlé, avec qui j'ai parlé, on est allé dans les cabinets ministériels. La dernière, la ministre des TPE-PME, Olivia Grégoire, on a été reçus par Chris, par Étienne. Ils nous ont écoutés, ils ont trouvé la problématique et ils nous l'ont transmise. Tu vois, ils nous ont transmis des clés pour pouvoir avancer, des contacts pour pouvoir avancer, des dossiers ou des aides auxquelles on n'avait même pas pensé. C'est des conseils personnalisés, les gars, ils sont payés pour ça. Si tu arrives à avoir accès à eux, c'est génial. Après, ils sont tous débordés. Et tu vois, ce réseau-là, il est génial. Et pourquoi je le garderais rien pour moi ? C'est exactement la question que je me posais. Là, la semaine dernière, les gars de Père et Fiche, Alex et Mathieu, ou Anthony, non c'est Anthony, je sais plus. Il est mauvais en prénom, faut pas le prendre très mauvais mal. En prénom. Je me pose avec eux, ils me disent, on a 2-3 problématiques sur des aides. Je leur dis, les gars, c'est pas normal, vous faites un super chiffre, vous êtes rentable, vous avez une EBITDA positive, vous avez un super concept, c'est pas normal que vous galériez. Écrivez, je leur ai donné, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, tu veux qui ? On a écrit un mail ensemble pour qu'ils trouvent une solution en allant stimuler les bonnes personnes. Puis en plus, je lui ai même aidé à écrire son mail. Il commence à écrire. Je lui dis non, arrêtez d'écrire des mails à tartine. Et écrivez pas des mails qui vont des tartines. Écrivez un mail qui se lit, qui se parle. T'écris un mail simple et en fait, tu te le pitches toi-même. Tu dis, est-ce que la personne qui va parler, il faut qu'elle sente ton énergie dans ce mail-là. Moi, j'écris jamais un mail qui fait plus de 10-15 lignes. Hein. Mais ça, par contre, ouais, pour les postes. Mais du coup, en fait, j'écris comme je parle. Et ça, c'est une vraie technique. Écris comme tu parles parce que les gens vont lire comme ils l'entendent. Et ça, c'est une manière plus impactante d'avoir un mail plus incisif. Après, si tu tombes sur un mec qui dit ouais, mais t'as pas mis la virgule, t'as oublié le nœud. Tu sais que tu feras pas du bis avec. Au pire, tu pousses un peu plus, tu dis arrête tes conneries. Vas-y, lis le mail et s'il te plaît. Je suis dyslexique, tu vois. Ouais, exactement. Et tu viens avec des filtres. Tu dis voilà, j'ai le filtre bleu, rouge. Donc, ça touche à sa fin. On a un petit peu croqué le temps. Mais vas-y, je te pose mes dernières questions du tac au tac. Arrête de croquer le temps, mange des papépilles à la place. Je te pose mes dernières questions. Mais je sens qu'il va me défoncer si j'en mange pas. Donc je pose ma question et pendant que tu réponds, je mange. Question hyper simple. Et ça rejoint juste ce dont on était en train de parler à la fin.
Est-ce que tu es en mission? Est-ce que tu es en mission pour le peuple français qui veut entreprendre? Écoute mon pote, moi j'aime les gens. J'aime les gens et j'ai eu ce manque, cette carence affective quand j'étais jeune. Mes parents m'ont aimé, ma femme m'aime aujourd'hui. Mais j'ai cette carence des gens qui m'entouraient qui n'arrivaient pas à apprécier celui que je suis. Aujourd'hui, je ne vais pas oublier d'où je viens. D'accord ? Donc je sais qu'il y en a plein qui ont cette carence où ils ne sont pas appréciés, où ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Si je peux leur montrer qu'aujourd'hui j'arrive à être moi-même et que j'assume mon passé et mon histoire, je vais leur donner de la force pour être tout de suite ceux qui sont. Pas attendre. Parce que la vie, ça va vite. Et ça peut étouffer des ambitions. Et ça m'énerverait de fou. Donc si je peux aider quelqu'un, un petit gars qui est en hôpital aujourd'hui, qui est dans un fauteuil roulant et qui se sent mal, qui se dit mais j'ai pas ma place et qui peut se dire mais attends, lui il a vécu ce que j'ai vécu, je vais croire en moi et je vais y aller. Et le mec il va te créer la première licorne qui va se créer dans un hôpital à Necker. Tu vois le délire ? Et ça va me faire kiffer. Moi ma reconnaissance elle n'est pas dans le chiffre d'affaires que je fais. En vrai, c'est cool, c'est sympa, il y a de l'argent qui rentre. Ok, ça c'est la base. Mais la reconnaissance, c'est quand je reçois un message et que quelqu'un me dit « J'ai déclenché parce que je t'ai entendu. J'ai eu envie d'y aller parce que tu m'as donné envie. » Tu vois, j'ai eu un truc qui s'est passé il n'y a pas longtemps. J'étais à Lyon au Syrah, j'avais besoin d'un caméraman. J'ai écrit un message. J'ai un petit jeune qui s'appelle Enzo qui pousse. J'ai reçu 50 demandes de mecs qui voulaient faire un caméraman pour moi sur le salon. Et lui, étudiant, le mec alternant, il veut créer sa petite boîte et tout, puis il est en train de se former. Il me dit, je veux venir, s'il te plaît. Je sens en lui qu'il y a quelque chose. Et il t'a harcelé aussi. Mais c'est pas grave. Et il a bien fait. Mais je sais. Sur et il a bien fait. Réseau, t'as fait un et post il a bien dessus. fait d'insister. C'est même pas harcelé, il a insisté. Et quand j'ai vu cette envie, tu vois, il avait envie. Ça m'a fait plaisir. Et après, je l'ai rencontré. Il m'a donné une énergie folle. Et quand il a passé sa journée avec moi, il était mort. Parce que pour me suivre sur une journée, c'est dur. Mais quand il a fini sa journée, le lendemain, il m'a écrit « T'as débloqué des choses en moi. J'ai envie. Et je le sens maintenant. » Tu vois, il avait cette énergie, ce déclencheur. Moi, il m'a dit ça, il a fait mon année. Ça, c'est ta plus grosse fierté. Ah, moi, c'est ma plus grosse fierté. Et cette mission, tu vois, tu vas appeler ça une mission, Fatia et moi, on la porte ensemble. En fait, c'est juste que les galères que nous, on a eues, on ne veut pas que les autres les vivent. On veut faciliter les choses aux autres. Et c'est surtout de créer cette virtuosité. Franchement, on peut avoir une société beaucoup plus positive. Et ça, je le vois, tout le monde est prêt à ça. Tout le monde est prêt. Parce que je ne suis pas le seul à le faire. Il y en a plein qui le font dans l'ombre. Et ça, franchement, je les aime, ces gens-là. Il y en a d'autres qui ne jouent pas le jeu, mais ils sont en train de se reconvertir parce qu'ils se disent « Oh, putain, ok, d'accord. » Il y a un créneau. Ah merde, attends, mais lui, qu'est-ce qu'il fait, lui tu vois. Et Et en fait, moi, j'aime bousculer ces gens-là, leur dire « Hé, mec, Ok. t'es à côté de la plaque, frérot. » Tu vois ? Réveille-toi, le monde, c'est plus celui que tu penses être le bon. T'as beau avoir fait HEC ou toutes les écoles que tu veux, réveille-toi, mec. Tout le monde, on est dans le même panier, on vit tous la même chose. Et ben, on n'a qu'à vivre ensemble. Donc, je vais aller très simple. Si l'entrepreneuriat, c'est pas des gâteaux, pas que des gâteaux, c'est bien plus global. C'est quoi le mot que tu aimerais garder pour définir l'entrepreneuriat ? Un mot ou un groupe de mots ? Pour définir l'entrepreneuriat, on est ensemble, les amis. On est ensemble. Ouais, tu peux faire un Joule, tu peux faire ce que tu veux. On est ensemble. Donc, Tu vois ? Et pour moi, ça se résume à ça. 2 dernières questions. La première est simple. C'est quoi le conseil que tu aimerais adresser à notre audience qui souhaite entreprendre, mais qui doute, qui galère ? Ok, allez-y les gars. Faut tester. Vous allez vous ramasser, mais on apprend. On tombe pour apprendre à se relever. Vraiment. Et ça, c'est important. Essayez, parce qu'en fait, tu vas vivre qu'avec des regrets. Donc teste. Après, teste de façon mesurée. Maintenant, il existe plein de trucs, des pépinières, des accélérateurs, tout ce que tu veux, pour même minimiser les risques. Donc tu as juste à chercher autour de toi, regarde ce qui existe et teste. Donc c'est être dans l'action. Faut agir, pas attendre. C'est ma dernière question pour toi. Et on va clôturer d'une belle manière. Allez. T'aimerais adresser quoi comme message à la personne qui a changé ta vie ? Et je pense qu'on parle de Fatiha là. Ouais. Que tu lui enverras, qu'elle découvrira comme tout le monde lorsque ce podcast sera publié, évidemment. Ma chérie, ne pense jamais que je ferai passer l'entreprise avant toi. C'est faux. Tout ce que je fais, c'est pour toi. C'est pour toi, les enfants. Et je t'aime. Je suis désolé si des fois j'ai été un peu trop absent.
mais dis-toi que quand je transpire, c'est pour toi. Quand je pleure, c'est pour toi. Et quand je cravache, c'est pour toi. Et si je double down dessus, je crois que tu as eu un regret lors de la naissance de ta deuxième fille. Ouais. Sans rentrer dans les détails, mais tu as failli pas pu être là pour sa Clairement, naissance. Clairement. Comment t'apprends, et quand tu parles de toujours faire passer ta famille avant ton business, comment tu fais? Comment tu peux faire pour, tu vois, remettre les pieds sur terre quand tu es dans l'urgence de la production, de délivrer à tes clients, etc. Frérot, ça, c'est pas évident. Je te dis très honnêtement, il y a des fois, il y a des moments où tu fais des choix qui sont dans la nécessité. Et tu vois, on te crée une urgence, c'est pas urgent de recevoir des biscuits, t'as 2 semaines de retard, on s'en fout. Mais non, les magasins, ils ont des enjeux économiques, donc du coup, ils te mettent une pression. Et très honnêtement, moi, je m'en veux de plein de choses, hein, d'avoir été pas assez présent pour mes filles, d'avoir failli rater la naissance de ma fille. Même des fois, là, je parle trop travail, ou je fais pas assez attention à ma femme, elle a besoin de plus d'attention que ça, et je vois que l'entrepreneuriat, il m'a bouffé. Cette passion, comment dire, tu vois, cette passion, elle est dévorante. Et ça, c'est très compliqué, parce que tu vois, tu rencontres, tu sais, quand t'es passionné par l'entrepreneuriat, passionné par ce travail, c'est comme quand tu rencontres 2 passionnés de Johnny. Ils vont parler de Johnny toute la journée, mec. Tu vois, ils vont s'habiller en Johnny. Et bien l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est une passion. Et cette passion, elle est dévorante. Comme l'amour est dévorant. Et c'est ça qui est compliqué, qu'il faut absolument que les gens ils arrivent à gérer, c'est quand cette passion prend beaucoup de place. Tu as beaucoup de gens qui ont divorcé à cause de l'entrepreneuriat, à cause d'avoir monté une entreprise. Comment tu préviens ton couple? Tu préviens ton couple? Tu le préviens pas, mec, ça c'est pas possible. Ça, le mec, tu le vis quand tu te réveilles le matin parce que tu vis dans insomnie, parce qu'il faut faire tel ou tel document. Quand tu te retrouves le soir à faire à manger, puis le seul sujet de discussion c'est « Hey, t'as vu la livraison d'hier ?» ou quoi. Ça casse les couilles, tu vois. Ça flingue ton équilibre émotionnel et ton équilibre familial. Mais tu peux pas passer à côté de ça parce qu'en fait, il y a un énorme enjeu. Ce qu'il faut, c'est vite atteindre cet équilibre, vite recruter, vite arriver à un moment où tu vas pouvoir déléguer. Et ça, c'est la pierre angulaire quand tu commences à scale up, tu vois. Et c'est ça, moi, qui me tue encore aujourd'hui, c'est que je n'ai pas encore assez de temps pour ma famille. Je veux pas vivre pour travailler, tu vois. Je veux travailler pour bien vivre. Et tant que j'aurai pas atteint ce level-là, pour moi, je serai pas bien. Vraiment, hein, moi, tu me vois aujourd'hui... Et mon pote, tu passes 1 semaine avec moi, tu restes dans ma poche, tu vas me voir pleurer, rire, être hyper exalté, hyper haut, hyper down parce que ça va pas. J'ai un seul soir. En 1 semaine, je vis 1000 émotions parce que je me mets une grosse pression. Et parce que qu'il y a tu vis les choses à fond. Et parce que je les vis à fond. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça que moi, je conçois l'entrepreneuriat. Et heureusement que j'ai une femme qui le comprend, j'ai une femme qui est à l'écoute, j'ai une famille qui est soutenante. Sans ça, mon pote, ce serait déjà compliqué. Bah déjà, pour rebondir, 2 choses. La première, c'est que je pense que je vais parler au nom de ta communauté, même si je ne les connais pas en perso, mais de tous les messages que te disent merci. Moi aussi, je te dis merci pour le podcast et pour justement ce retour d'expérience. C'est la première des choses. Tout ce que tu fais pas pour rien. Et la deuxième, c'est évident, je pense, mais je suis sûr et certain que si Fatiha était là aujourd'hui, déjà, elle te prendrait dans ses bras. Bon, chose tu que crois, je ne vais pas pouvoir faire. Elle me tirerait les cheveux. Non, elle te dirait tu es un bon papa et j'en suis sûr et certain, notamment par la valeur transmission. Bon, on le voit aussi sur les réseaux. Fatia, elle dirait pas ça. Ah ouais. Ce qui est fort chez Fatia, c'est que en fait, si elle voit quelque chose que je fais mal, elle va m'accompagner pour que je le fasse mieux. Et c'est ça vraiment mon amour. L'amour qu'on a ensemble, c'est que elle repère un problème au lieu juste de pointer le problème, de dire il y a un problème. Elle va tout mettre autour de moi ou essayer de me faire passer le message et me montrer, regarde, il y a une problématique, on va trouver la solution ensemble. Tu vois, ça reste toujours pareil. On est ensemble. On est ensemble dans l'entrepreneuriat, on est ensemble dans l'amour, la communauté, on est ensemble. C'est pour ça qu'en réalité, nous, on agit comme ça. T'as besoin de nous, le collectif. Qu'on te connaisse ou pas, on est ensemble. La réussite, la vraie réussite, elle n'est pas individuelle, elle est collective, mec. Mic drop. Je sais pas quoi te dire, Aibed, là. Moi, je bois toutes tes paroles. Bois pas. Si, mange. non, mais je suis... Bon, merci, monsieur. Merci, mon frérot. Franchement, un super moment. Merci, franchement. J'ai hâte d'avoir les retours de tous nos auditeurs. Mais certain que t'en auras inspiré plus d'un. Et prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. On peut réussir tout en entreprenant en couple.
Mais évidemment, il y a aussi des contraintes, il faut conjuguer Bien sûr. avec. Du réglage les amis. Puis hâte de voir la suite de tous tes projets. Et n'oubliez pas, il est présent là. Lâche rien. Vous aussi, lâchez rien. Bon, ciao Raibed, un grand merci. Et à la semaine pro pour un nouvel épisode tout le monde. Bye bye.